prend des frappes très dures au visage, Benoît, regardez, il est déjà marqué. I saw him fading on the force. I was giving him the blows, the elbows, and I could see that he didn't want to be there. C'est l'une des plus grandes catastrophes qui est arrivée dans l'histoire du MMA français. On s'est fait avoir par ses call-outs, on le voyait champion. Benoît, c'est ton moment. Ça a été une année difficile émotionnellement. Benoît Saint-Denis es un perro malo. Pero es que a partir de ahí, todo lo que te va quedando en esta división también son perros malos. Que Rufi es un animal. Rufi es el más talentoso de los Fighting Nerds. Ocorrido problema no UFC Paris, porque como eu falei, que o Benoît Saint-Denis vai ser jambrolhado pela segunda vez. He's a very talented guy, one of the biggest prospects right now. Benoît Saint-Denis, I think he's going to go a very, very long way. A lot of people were considering him one of the most violent fighters in the world. He's an absolute monster. I was cage side when he head kicked Matt Frivola. And he terrified me. There is a new lightweight contender, Benoît Saint-Denis, by first round KO. Ce qu'il a pu accomplir en une période aussi courte et se mettre dans cette position dans probablement une des deux KT les plus difficiles, c'est très très fort. Aujourd'hui, Benoît Saint-Denis, c'est un visage et un nom connu et reconnu. C'est un combattant que l'UFC apprécie particulièrement. Il est spectaculaire à l'intérieur de la cage, il sait parler au micro, il n'hésite pas à faire les call-outs les plus osés. Nobody is gonna do 3 rounds with me, believe me. Il a tout un public derrière lui, il représente vraiment la France. C'est un personnage assez iconique. Je pense qu'il peut aller au bout, il peut même devenir champion avec ce style. Et pour le savoir, l'UFC lui donne une légende. The co-main event in Miami, March 9th, will be number 3 ranked lightweight Dustin Poirier versus number 12 ranked Benoît Saint-Denis. J'ai rarement vu des chaînes d'information parler du fait qu'un Français va combattre aux États-Unis dans un combat de MMA. La nuit prochaine, un Français s'apprête à livrer le combat le plus difficile de sa carrière. Il s'appelle Benoît Saint-Denis. Si BSD bat Poirier, ils peuvent le faire combattre pour le titre, parce qu'à ce moment-là, il bat un des top 5 de la catégorie. Sans doute que c'était trop tôt, qu'il n'était pas prêt à affronter un tel niveau, parce que Dustin Poirier, c'est vraiment l'aristocratie des poids légers depuis de nombreuses années. He was favored to beat Dustin Poirier and probably should. Fallait y aller, peu importe les conditions d'ailleurs. Et ce que Benoît montre au premier round, c'est juste impressionnant. The performance of the night came from Statement. The single best performance. He picked Dustin Poirier apart. He pressured him. He beat him on the ground. He cut the cage off. He beat him on combinations. He looked stronger. I mean, I can't even express to you how impressed I am. Il est sur le bras. Il est sur le bras. Ah, le bras est pas dans l'axe. On n'a pas le bon angle. En tout cas, premier round pour Benoît Saint-Denis sans problème. Benoît, il était diminué physiquement. Il a donné tout ce qu'il pouvait donner au premier round. Et la réalité l'a rattrapé au deuxième. He lost the fight, but was a great fight against a future Hall of Famer. Il perd contre Dustin Poirier, c'est clairement pas un scandale.
À ce moment-là, on se dit que ça va être une défaite sans conséquence. On le sait pas encore, mais c'est là que le train BSD va commencer à prendre un peu de retard. I think when you find yourself in there against Dustin Poirier, and in some respects you're still a developing mixed martial arts athlete, that can be a recipe for disaster. Alors après cette défaite, Benoît il va prendre 2 décisions hyper importantes. Il va quitter définitivement Paris pour s'installer à Bayonne et il se sépare de Daniel Voirin. Il y avait de l'eau dans le gaz depuis un certain temps. Maintenant, de là à ce qu'ils se séparent, j'étais quand même un peu surpris. C'est comme dans une relation de couple ou n'importe quel mariage, il y a des hauts et des bas. Je ne pensais pas que ça allait jusqu'au divorce. On sait que c'est quelqu'un qui a besoin d'un cercle proche et familial assez fort, Benoît. Et on en avait parlé, je pense, beaucoup ensemble et il se plaisait pas à Paris. Maintenant, oui, Bayonne, c'est pas une place forte du MMA. C'est pas là où on va trouver beaucoup de sparring, c'est pas là qu'on va avoir les meilleures structures. Allez, encore. Oh, quel autre côté. C'est vrai qu'on a tous été surpris qu'il aille à Bayonne à ce moment-là de sa carrière. Il y a ce que j'ai envie et il y a ce que je dois faire et il y a ce qui est bon pour ma carrière. Donc est-ce que aller à Bayonne et rester à Paris, qu'est-ce qui sera le mieux pour ma carrière? Bon, bah faut trouver l'équilibre. Après une défaite, la remise en question, elle est hyper importante. Maintenant, il faut avoir un plan de secours. On ne peut pas passer d'un coach qui nous a emmenés très loin à rien. Quelque part, il s'est isolé et cet isolement fait que forcément, et quoi qu'il mette en place, ça ne sera jamais des conditions optimum. La réalité, c'est que si on prend aujourd'hui que le côté sportif de Benoît, cette décision n'avait aucun sens. Si tu penses que tu es un soldat, la guerre, elle se fait pas à la maison. Et ces choix, ils vont avoir de très grosses conséquences. Bonsoir et bienvenue à Paris, France. C'est pour ça que les gens y sont venus ce soir pour voir Benoît Saint-Denis, le nouveau porte-drapeau du MMA français. C'est tout de suite. Moïcano, c'était un très gros piège. Il a 10 ans d'expérience à l'UFC, il a affronté quasiment que des monstres. Renato n'est pas un striker flamboyant de base, or il a totalement dominé les échanges. Ouh là là, la vitesse d'exécution de Moïcano, magnifique. Ah oui, c'était très très vite même. Le combat contre Moïcano, il a fait mal au cœur. On a entendu les chocs à répétition et c'était dur à commenter. Ah, et là il prend des frappes très dures au visage, Benoît, regardez, il est déjà marqué. Ça, il est déjà ouvert. Ouh là 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 là, c'est compliqué pour le français. I saw him fading on the force. I was giving him the blows, the elbows, and I could see that he didn't want to be there. Oh, these are nasty shots. Ce qui est apparu, c'est que là, on avait juste zéro game plan. Souffle bien, respire, respire. Allez. Oh là là là. Très marqué. Et tu me files. Benoît, c'est ton moment. Faut que tu t'excites là, faut que tu t'excites. On a envie de lui dire, mais on le sait c'est son moment. Là, ce qu'il veut, ce sont des indications claires. Après, c'est difficile aussi parce que vu l'état dans lequel il rentre du premier round, même le meilleur coach au monde, est-ce qu'il aurait pu finalement le relancer? J'en sais rien. But Benoit, this round, stopped all the takedown attempts, landed some shots. La réalité, je pense que le combat a été plié, au vu des dommages infligés.
Il a abordé ce combat avec les certitudes, lui, qu'il pouvait battre Moïcano. Et je persiste à dire que, bien préparé et avec la bonne façon de l'aborder, je pense qu'il peut battre Renato Moïcano, Benoît Saint-Denis. It was the first time in my life where in the first round I didn't know. It's not I was prepared, but I didn't know which direction to take to win the fight. Je pense que c'est une grosse erreur de sa part. Rares sont ceux qui peuvent faire une grosse carrière sans coach. Il arrive avec un mauvais game plan. Il est dominé debout, au sol, on n'en parle même pas. Et c'est vrai que c'est la première fois finalement qu'on voit Benoît se faire surclasser comme ça. Benoit looked like he was lost on the ground. If he had gotten out, I have a feeling Moïcano probably would have gotten the submission. Il combat toujours de la même façon, il va à la bagarre, ce que Daniel Warren lui disait de ne pas faire. He's got to find another way and understand that, hey, I can't have too many more of these. Otherwise, my career is going to be over by 2025. It's hard for me to learn those lessons this way because it's on your own soul, in front of a lot of people that are counting on you. You feel the weight, you discover the weight of the media, of a lot of stuff. Subir 2 défaites d'affilée, il n'y a pas plus ignoble quand on est combattant. Ça vous envoie dans les ténèbres. Vous commencez à douter de vous, ça plante la graine du doute dans l'esprit. Et puis la peine, elle est au niveau du public, c'est-à-dire que d'un seul coup, ce public qui vous aimait tant vous rejette. D'un seul coup, vous ne valez plus rien. Mais pour moi, c'est l'une des plus grandes catastrophes qui est arrivée dans l'histoire du MMA français, tout simplement. On le voyait taper le top 3, on s'est fait avoir par ses call-outs, Makhachev, on le voyait champion. Je m'attendais à l'iPhone 15 et j'ai eu un Xiaomi. Est-ce que Benoît Saint-Denis, en fait, on ne l'a juste pas poussé trop haut, un peu trop vite? Est-ce qu'on ne l'a pas un petit peu surcoté, en d'autres termes? Non, il n'est pas surcoté. Si on prend ses stats à l'UFC, le nombre de combats qu'il a, le nombre de victoires, le nombre de finishes, le nombre de bonus, on ne peut pas dire qu'il soit surcoté. C'est un sport qui est dur, donc on s'en remet pas comme un match de foot qu'on perd. Donc. Alors, ce qui est dur, c'est que moi, j'apprends à ce niveau-là contre ces gars-là, donc forcément, les erreurs, elles se payent. Hein. Ça, c'est un très mauvais choix de com. Il n'aurait pas dû. Il fallait laisser passer le temps, laisser dégonfler sa tête aussi, se reposer devant une caméra sans les lunettes de soleil, avec plus de recul peut-être. Benoît a fait du Benoît, c'est-à-dire qu'il a montré que rien ne le touchait et qu'il était toujours debout. Je pense que ça a été le message qu'il a voulu faire passer. Maintenant, le message qui est passé est totalement différent. À présent, sur mon visage, seule la bouche et ma narine gauche sont fonctionnelles. Si quelqu'un rit, je lui arrache la gorge, instantanément. Pour moi, c'est extrêmement cruel, le traitement médiatique, le traitement digital. Le public est très très dur. Là, concrètement, il faut une vraie remise en question. Déjà, il va falloir qu'il s'en remette psychologiquement et physiquement avant même de reprendre. Il doit se dire, est-ce que je continue avec la même team? Maintenant, BSD doit retrouver quelqu'un avec qui il est en symbiose et qui va le faire avancer. Il y a eu beaucoup de leçons qui ont été apprises des différentes échéances que j'ai eues en 2024. Ça a été une année difficile émotionnellement. Quand tu es combattant dans la cage, tu es un soldat avant tout et tu peux pas être général et soldat. Et ça, c'est une grosse erreur que j'ai commise, que j'ai appris malheureusement au cours du premier round avec Moïcano. C'est un peu un petit péché d'orgueil. Mais ça fait du bien, ça remet les pieds sur terre. C'est comme ça, c'est l'histoire. Ça aurait été trop beau de taper Dustin, d'aller taper Makhachev en 4-5 ans, de devenir champion en commençant le MMA. L'histoire, elle ne sera pas écrite comme ça, elle sera écrite dans la difficulté, dans la dureté. Et ça sera d'autant plus beau d'aller chercher des victoires. Et pour se relancer, il s'est tourné vers l'entraîneur français du moment. Nicolas Haute, ancien combattant professionnel de MMA, j'ai combattu au Cage Warrior. Quand j'ai arrêté ma carrière de combattant, les opportunités économiques du MMA, elles étaient faibles. C'est-à-dire j'avais combattu dans les 2 plus grosses organisations européennes. J'avais touché 200 € pour combattre dans ces organisations-là. Donc le mélange d'absence d'opportunités économiques conséquentes, d'âge qui n'est pas si jeune que ça, 30 ans, du fait que l'emploi du temps pour performer à haut niveau en MMA, c'est beaucoup de sacrifices. Quand je comparais ces opportunités-là à ce que j'étais capable de faire dans le coaching et de ce que je pense que je pouvais apporter sur le court terme, le moyen terme et le long terme, il y avait quelque chose de très intéressant dans le coaching. Et la chance que j'ai eue, moi, c'est que dès le départ,
très rapidement, j'étais dans un environnement où il y avait des très bons combattants, le MMA Factory, où il y avait Francis Ngannou sur le tatami, où il y avait Taylor Lapillus, où il y avait Michael Lebou, Karl Amoussou, Thierry Soukhoudjou, Nassourdine Imavov quand il est arrivé, etc. Et il a cette capacité en fait à mettre les combattants en confiance. On l'a vu, ça a été le cas avec Nassourdine Imavov. Quand il le récupère en 2023, il sortait d'une année catastrophique. C'est bien, patient Nas, patient. Ce qui l'a fait entre guillemets éclore, c'est vraiment les performances qu'il a pu faire avec Nassourdine Imavov qui l'ont mis sur le devant de la scène. La magie, c'est au quotidien, le temps que je passe avec mon athlète pour comprendre ce qu'il fait bien, ce qu'il fait pas bien, et parler avec lui et remettre en place des situations dans lesquelles je le fais progresser. Ça, c'est la magie. J'ai beaucoup apprécié la manière dont il travaille avec ses athlètes. Le travail qu'il a fait avec Nassourdine, il est remarquable. C'est-à-dire qu'il arrive à tirer le meilleur de chaque combattant, les mettre en confiance. La mission de Nicolas Haute avec Benoît, elle est double. Il doit l'aider à corriger des défauts dans la cage, mais aussi lui permettre de surpasser certaines blessures psychologiques. Comment tu l'as senti quand tu l'as récupéré? C'était très dur quand Benoît il est revenu de ses 2 défaites. Quand tu perds un combat, il y a plusieurs défaites. Il y a le moment où tu perds le combat, il y a tes proches qui subissent au quotidien le poids des médias. Il y a le poids des blessures, et puis ensuite il y a le poids du changement. C'est un autre coach, c'est une autre façon de coacher, c'est d'autres sacrifices, t'es plus dans ton cocon, t'es plus à Bayonne avec les sparring partners dont tu as l'habitude, avec les coachs dont tu as l'habitude. Et donc tout ce changement, comme je dis toujours, c'était très courageux de la part de Benoît et c'était un vrai sacrifice, mais il l'a fait. Ça me remet aussi une claque d'humilité parce que je me remets dans le dur à partir, pas être avec ma famille, pour me mettre dans le dur 1 semaine, 2 semaines, quelques jours, régulièrement à Paris. Au début, c'était difficile pour lui. C'est-à-dire que je voyais quand il venait ici, c'était dur, il y avait la route, il y avait une petite chambre d'étudiant à l'INSEP, tous les sparring étaient durs, il était fatigué. Moi, je lui demandais beaucoup d'heures de travail, beaucoup d'intensité, et je sentais qu'il faisait, mais c'était compliqué. Compliqué ou pas, de toute façon, il fallait retourner dans la cage. Du coup, Benoît, il accepte un combat contre un adversaire très dangereux, c'est l'Espagnol Joel Alvarez. Il est forfait, Alvarez. Du coup, l'UFC lui trouve un vétéran que quasiment personne ne connaît, Kel Prepolek. Il avait été coupé de l'UFC il y a 6 ans, après 2 défaites sur ces 2 combats. Il y a quand même un peu de pression, il revenait de 2 défaites, 2 finishes. Là il revient, en plus il changement d'adversaire à la dernière minute. Le premier round il est juste magnifique. Il y a tout, la durée, la domination, les dégâts. C'est le Benoît Saint-Denis que, à titre personnel, moi je voudrais voir. Je pense que c'est ses vraies qualités qui s'expriment. Je suis très content de ce qu'il a fait dans la cage. On a vu un premier round totalement maîtrisé, une masterclass quoi. Il a amené au sol, il a pris 0 coup. Il a contrôlé, il a été très à l'écoute. That body triangle, there it is, now he's got it. Now he can start to work his choke. Triangle de corps, complètement debout. Le deuxième round, il va chercher le finish, il prend beaucoup de risques, il est ouvert et on retombe un peu dans ses travers. Une démonstration de Benoît Saint-Denis, une masterclass. Ah oui. Le premier round, j'ai un nouveau coach, fallait que je lui fasse plaisir quand même. Et le deuxième round, j'ai dit bon, on va vous sortir un peu l'animal, merci Montréal. Benoît, il est très têtu. Il est vraiment incroyablement têtu. C'est ce qui fait sa force. C'est ce qui fait qu'il est convaincu de gagner. Ce combat-là ne m'a pas convaincu parce que, je vais pas dire il a galéré, parce que c'est pas vrai, il a dominé, mais il a pris des coups, ça n'a pas été de tout repos, on va dire. 1, en boxe anglaise, il n'a pas pris de coups. 2, il part à la guerre au moment où ça bug sur l'aspect que je lui avais dit. Et le combattant, il doit être capable de faire ça. Il n'a pas un style à faire des combats sans prendre de coups. Notre but, c'est qu'il ne prenne pas des coups qui sont impactants et qu'il puisse imposer son style de combat durant le combat.
On n'a pas fini de voir les progrès qui vont être faits avec le coaching de Nicolas et l'encadrement qu'il est aussi aujourd'hui. On sait que en plus de Nicolas, il y a des sparring de très très haut niveau. On a vu Baki, on a vu beaucoup de gens dans sa cage à l'entraînement. Et je pense que tout ça va faire qu'à 28 ans, il va encore beaucoup progresser. Depuis le combat contre Prepolec, je sens qu'il a retrouvé le sourire, qu'il a retrouvé le plaisir et qu'il éprouve beaucoup plus de plaisir à s'entraîner à mon contact et sur mes camps d'entraînement. Affronter Prepolec, forcément, pour reprendre de la confiance, c'était parfait. Mais le problème de la catégorie des moins de 70 kg, c'est qu'elle est tellement dense qu'on était certain que son prochain défi, ce sera un bourbier. On a compris qu'aujourd'hui, l'UFC, ce qu'ils envoient à Benoît, ce sont que des adversaires qui sont très forts. Ils veulent qu'il prouve qu'il a sa place dans la catégorie. Maintenant, on nous donne un autre tueur à gages, Mauricio Ruffi, avec une hype qui est énorme. Et donc à nous de déjouer les plans de l'UFC. Et pour battre Ruffi, il faudra vraiment avoir la foi. A Bíblia diz que Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Conheça ele, aprenda sobre ele, se entrega a ele, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu saí de casa aos 14 anos de idade, queria ser lutador do UFC, dediquei a minha vida nisso. Eu fiquei 3 anos numa cama, cara. Tipo, eu lembro que foi muito difícil. Por quê? Eu tava, além de todas essas frustrações, a minha esposa tinha endometriose. Ela tinha endometriose, né? E era um nível muito alto, muito sério, assim, né? Tinha tomado conta de praticamente todo o útero. E o meu maior sonho era ser pai. E eu comecei a estudar essa doença e eu vi as possibilidades, como eram quase mínimas. Eu não tinha mais um relacionamento com a minha esposa. Nós estávamos separando. Eu não era o provedor da minha casa. Eu estava desesperado. Eu queria tirar minha vida. Eu lembrei de um cara que cortou o meu cabelo e eu gostei muito do corte. Eu falei, como eu vou ficar solteiro? Eu falei, então vem pra cá que eu pago a sua passagem e você vem. Aí ele falou, beleza. Ele falou, ó, se você der ouvido à voz e à direção de Deus, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. E Deus está falando pra mim e eu preciso te contar que falta uma peça na sua vida. E essa peça é um filho. 10 dias depois que esse cara foi embora, minha esposa estava grávida. Fala, let's go! E aí, cara, a gente corremos pro hospital, não existia mais endometriose. Logo depois, recebemos uma proposta para lutar o Dana White The Contender Series. Te louvo, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Avant de signer au Dana White Contender Series, Ruffi il a fait un peu de parcours dans les organisations brésiliennes. Au Centurion UFC. Le Centurion UFC, c'est connu aussi pour faire des tournois. Donc c'est 2 combats durant la même soirée. Premier combat, il affronte Lascar, qui est un sparring partner de Conor McGregor. Il le bat, il le met KO, mais à ce moment-là, il se casse la main. Il a un deuxième combat à faire contre un ancien de l'UFC, Ronnie Torres, qui avait 49 combats. Il le met KO avec une seule et unique main. Il arrive au Dana White Contender Series comme plein de combattants maintenant. C'est presque la porte d'entrée numéro 1. Il se fait repérer et il signe à l'UFC. I'm excited to see what this kid can do in the UFC. Obviously, he's in. Mauricio Ruffi, welcome to the UFC. C'est un combattant qui, dès qu'il arrivait à taper dans l'œil du public et des promoteurs, parce que il a un style reconnaissable, fun, et en plus il arrive à gagner avant la limite. Ruffi, c'est 12 victoires pour une seule défaite. Et dans ces 12 victoires, il y a 91% de KO. Il y en a même 6 dès la première reprise. Ça, c'est ce qu'on appelle un tueur. Este Ruffi me recuerda a ese Conor McGregor Prime. C'est plus un striker contreur. Ce qui va se passer, c'est qu'il a un peu le même style que Conor McGregor à l'époque. Celui qui a les jambes écartées, celui qui est très aérien. Il peut initier l'action comme il peut ne pas l'initier, mais ça veut dire qu'il arrive à réagir sur ce que l'adversaire va faire. Tous les bons prospects qui arrivent à l'UFC, surtout dans cette catégorie-là qui est compliquée, à un moment, on va te donner ce qu'on appelle un vigile, un gatekeeper.
Et King Green, c'est vraiment un des gatekeepers de cette catégorie des lightweight. À chaque fois, on lui donne les prospects qui montent. Et même si c'est un combattant qui a beaucoup de défaites, le battre, ça reste compliqué. Tu sens que c'est fun pour lui de travailler de la manière dont il travaille. Et en plus, il a un finish spectaculaire. Et puis retourné, qui va probablement terminer dans le top 3 des KO de l'année, qui a fait le tour de tous les médias, y compris le nôtre. I believe what we saw in that fight against King Green on Saturday will be remembered from now until the end of time. Islam Haché, tô andando na sua direção. Enzo Rufis, c'est actuellement un des plus gros bourbiers de l'UFC non classé. Si tu devais faire un classement des combattants non classés, il serait dans le top 3, probablement, toutes catégories confondues. C'est pas du tout un cadeau que l'UFC a fait à Benoît Saint-Denis. Certains pensent que Benoît est en danger. Ils ont déjà appelé les brancardiers. Por que será que o UFC fez essa luta? Não faz sentido, brother. Entendeu? Agora, especialmente para o Saint-Denis, especialmente em Paris. Ano passado, filha da mãe foi jambrolhado pelo Renato Moicano. Sí creo que Rufi tiene la capacidad de vencer a Saint-Denis, creo que es más talentoso que Saint-Denis, pero también hay que ver las capacidades que tiene Saint-Denis porque primero es muy grande y es muy completo, no se puede subestimar. Je pense que Benoît Saint-Denis va l'emporter par finish dans le 3e round. He's got to find another way to be successful inside the octagon as opposed to kind of leading with his durability maybe too much or his chin. Ce KO qu'il a essuyé, a-t-il laissé des séquelles sur le long terme? Du point de vue de la longévité, qu'est-ce que va devenir Benoît dans 3 ans? Le God of War à l'UFC, c'est bien, mais ça ne te permet pas de gagner une ceinture. It's fun for the fans, and it's, you know, it might be fun for their pockets when it comes to the top fighters in the division. They can pick apart these guys that are just these tough, gritty guys. Y esta pelea va a ser fundamental para los dos. Benoît Saint-Denis en su momento era prácticamente como Rufi. Era un tipo que supuestamente iba a convertirse en top 5 pronto, iba a pelear muy rápido por el cinturón. Rufi es un tipo que yo creo que si logra ganarle por un highlight también a Saint-Denis, cosa que no veo fácil, yo creo que va a vender muchísimo. Si Rufi pierde, por ejemplo, con Saint-Denis, pues la mayoría de la gente lo que me va a decir, viste, no tenía ningún sentido. Aujourd'hui, l'UFC, ils ont 2 potentiels superstars. Ils les mettent l'un face à l'autre et ils disent on va voir qui est la vraie superstar entre vous deux. El mismo Benoît Saint-Denis es una pelea de la hora o nunca. Il y a une nation qui l'attend en fait. Il représente le MMA français. He needs a big, violent win to get the fans back. Le MMA va très vite et les gens sautent d'un wagon à l'autre à la moindre occasion. Moi, je ne suis pas descendu du train, je le soutiendrai peu importe son parcours. Will he ever win in title? Probably not. I do believe this guy is going to be champion one day. He's special. C'est beaucoup de pression, c'est beaucoup d'enjeux sportifs. En el caso de que pierda Benoît Saint-Denis, pues casi que estaría fuera de los top. Une défaite pour Benoît, c'est dramatique. Une défaite, c'est vraiment repartir très très loin derrière. Et donc c'est probablement mettre un temps long pour revenir. Ça aurait été trop beau de taper Dustin, d'aller taper Makhachev. L'histoire, elle sera écrite dans la difficulté, dans la dureté. Et ça sera d'autant plus beau d'aller chercher des victoires.